Mesdames et messieurs, bonjour et merci si vous nous rejoignez sur votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Départ du président de la République à destination de la Turquie. Et sur la scène internationale, le sommet des 27 ne permet pas de trouver une règle commune sur les voyages dans l'Union européenne avec Omicron. C'était le sommaire de cette actualité, le journal au complet à présent. Comme mentionné dans le titre, le président de la République, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, a quitté ce vendredi en fin de matinée le pays à destination, le Turquie, précisément la ville d'Istanbul où, à l'invitation de son homologue turc, M. Recep Tayyip Erdogan, il prendra part du 17 au 18 décembre 2021 aux travaux du 3e sommet du partenariat Turquie-Afrique. Créé en 2008, le partenariat Turquie-Afrique a valeur de plateforme d'identification de projets fructueux et de coopération et d'échanges bénéfiques pour les deux parties que sont la Turquie et l'Afrique. L'éthique principale de ce partenariat est de concéder une égale équité et considération à tous ses pays membres et son ambition première est d'instaurer une synergie totale de collaboration entre tous les domaines d'activité entre la Turquie et l'Afrique afin que les deux parties appréhendent les problématiques d'intérêt partagées sous le signe de la solidarité. Djibouti et la Turquie entretiennent d'excellentes relations tissées par le fil de l'histoire, de la culture et de l'appartenance commune à un socle de valeurs. La nature privilégiée de la coopération entre les deux pays est à la mesure de la densité des partenariats stratégiques que les deux nations entretiennent dans une série névralgique de secteurs dont la réalisation d'infrastructures, l'enseignement supérieur, la formation, notamment dans le domaine militaire et de la défense. Outre sa participation aux travaux du 3e sommet Turquie-Afrique, le président de la République, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, mettra comme à l'accoutumée à profit ce déplacement en Turquie pour s'entretenir en aparté avec les principaux responsables politiques de ce pays, notamment le président Recep Tayyip Erdogan. Il s'entretiendra également en marge avec plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement du continent noir, participant comme lui aux travaux de ce 3e sommet du partenariat Turquie-Afrique. Au cours de ses séjours également en Turquie, le chef d'État sera accompagné d'une importante délégation comprenant notamment du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence M. Mohamed Ali Youssouf, du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mostafa Mohamed Hamoud, du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble, du ministre de l'Agriculture, de l'Eau, de l'Élevage et des Ressources halieutiques, M. Mohamed Ahmed Awale. À noter également la participation à cette mission du président de la République en Turquie, du représentant permanent de la République de Djibouti auprès de l'Union africaine, l'ambassadeur Abdi Mahmoud Aïbe, et de l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République de Turquie, son Excellence M. Aden Hussein Abdullahi. Le gouvernement du Japon, par l'intermédiaire de l'UNICEF, a octroyé au ministère de la Santé un important lot d'équipements destinés au renforcement des activités de la vaccination. La réception solennelle de ce don japonais, composé d'une 50aine de réfrigérateurs et de congélateurs de glacières, d'une centaine de portes-vaccins et des thermomètres, s'est déroulée en présence du secrétaire général de la Santé, Dr Salah Benoît Tourab, de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, M. Otsuka Omio, de la représentante de l'UNICEF, Mme Melva Johnson, et de plusieurs hauts cadres du ministère de la Santé. Transmis aujourd'hui fait partie de ces soutiens. Il est composé de 100 fridge tags, un dispositif électronique pour surveiller si les vaccins ont été exposés en dehors de plages de température recommandées, 100 porte-vaccins, 35 glacières, 20 congélateurs et 27 réfrigérateurs. Pour l'exécution de ce projet financé par le gouvernement du Japon. Ce projet s'inscrit dans le cadre de Last One Mile Support, projet exercé à travers l'UNICEF qui vise à établir des systèmes de vaccination dans au total 31 pays d'Afrique et d'Amérique latine. Ainsi, le Japon soutient le développement de la chaîne de froid en fournissant des équipements, notamment des réfrigérateurs. Avec ce projet, 27 réfrigérateurs, 20 congélateurs, 100 fridge tags, 100 porte-vaccins et 35 glacières ont été donnés au gouvernement de Djibouti. C'est actuellement un défi commun pour la communauté internationale de garantir un accès
équitable au vaccin, y compris dans les pays en développement, et d'accélérer la vaccination afin de maîtriser les nouvelles infections à coronavirus. Le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Bonoita, a remercié le gouvernement du Japon et l'UNICEF pour cette contribution utile à l'effort national déployé pour la vaccination contre la Covid-19, mais également en faveur du programme de vaccination de routine. Je suis très heureux de présider cette cérémonie de réception des équipements pour la chaîne de froid grâce à l'appui du gouvernement du Japon à travers l'UNICEF. Ce matériel viendra renforcer la capacité de Djibouti pour stocker et faire circuler la vaccination, notamment la vaccination de routine, mais également et surtout actuellement le dispositif national de lutte contre la Covid-19. Je suis vraiment très touché par ce don qui nous arrive à point nommé au moment où nous avons atteint un pic de vaccination et au moment où nous recevons de plus en plus de vaccins pour pouvoir étendre nos stratégies dans le coin le plus reculé de Djibouti. Je suis très content de recevoir ça au nom du gouvernement de Djibouti, au nom du ministère de la Santé et surtout au nom de la population de Djibouti. Autre actualité de ce journal, le Centre d'application financière vient de clôturer la deuxième session du cycle supérieur de la promotion Abdelkader Ouabri qui avait débuté le 2 novembre 2020. Sélectionnés des différents départements du ministère du Budget, les 50 stagiaires de cette promotion étaient composés de 70% de femmes ont pu bénéficier de toutes les gammes d'enseignement en finances publiques. Globalement, cette formation a été très satisfaisante. Pour accéder à cette formation de haut niveau, le diplôme universitaire est exigé. Ces stagiaires, grâce à cette formation, seront amenés à occuper des postes de responsabilité au sein des différentes directions du ministère du Budget. Ces centres qu'a si redynamisé mon ami et collègue Abdelrazak Khaira Bourale est un instrument essentiel à la réussite de la politique de mobilisation de recettes de l'État. Nous souhaitons que dans les années à venir, ces centres prennent de plus en plus d'importance dans le cadre à la fois de la détection, de la formation des agents qui entrent dans les administrations financières, que des perfectionnements des agents déjà en poste au sein de notre administration. Le directeur du Centre d'application financière a souligné l'importance de cette formation au profit à toutes les gammes d'enseignement en finances publiques. Écoutons un extrait. Il est en train aujourd'hui de clôturer la formation relative à la deuxième promotion du cycle supérieur des agents du ministère du Budget. L'objectif de la création de ce centre était d'adapter la formation en finances publiques des agents en poste du ministère du Budget en les formant sur place par des formateurs nationaux avec des experts nationaux. La session qui vient de s'achever a débuté le 2 novembre 2020. Elle s'achève aujourd'hui, nous sommes le 16 décembre 2021. Tout au long de ces 12 mois de formation, les stagiaires ont reçu une gamme complète de formation en matière de finances publiques. Par ailleurs, nous avons introduit une nouveauté cette année, c'est-à-dire que pendant 2 mois, pendant 3 mois plutôt, on a formé tous nos stagiaires dans tous les domaines des finances publiques. Ceci dans le but de favoriser la mobilité des fonctionnaires au sein des différents départements du ministère. Outre le volet formation traditionnellement dévolu au CAF, nous voulons introduire cette année un département d'études et de recherche en matière de finances publiques, pour lancer des études, des recherches qui amélioreront inévitablement la gouvernance budgétaire et financière du pays. Toujours dans l'actualité nationale, en partenariat avec le réseau des femmes entrepreneurs des pays membres de la COMESA et avec le soutien du ministère du Commerce, l'association des femmes entrepreneurs d'Omar et Yodariel de Djibouti présidé par Mme Choukri Abdullah, a organisé un atelier de formation au profit des femmes entrepreneurs actives dans le secteur privé au siège de l'UNFD.
L'objectif est de renforcer l'entrepreneuriat féminin à Djibouti et leur représentation au niveau régional et international, surtout dans les pays du COMESA. Une formation destinée à améliorer les conditions économiques dans la sous-région et animée par un expert djiboutien avait pour but de fortifier la capacité de compétitivité des entreprises dirigées par des jeunes femmes et filles afin de mieux consolider les échanges commerciaux au niveau national, régional et continental. La cérémonie de lancement de cette formation a vu la participation des parlementaires djiboutiens, des hauts responsables de l'UNFD, dont Mme Hassana Ahmed Bilil, de la présidente de l'association Mme Choukri Abdullahi, de la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anis Hassan Pardon, ainsi que les jeunes filles entrepreneurs de Djibouti. Dans une intervention de la présidente de l'association Doumar Yodariel, Mme Choukri Abdullahi, a remercié toutes les parties qui ont contribué à cette organisation. Organisée par notre association Doumar Yodariel, les 3D, en partenariat avec la Fédération des associations des femmes entrepreneurs des pays membres du COMESA, nommé le COMFOE, qui a pour objectif d'améliorer les conditions économiques des femmes dans la sous-région et d'éveiller la conscience sur toute l'importance du rôle de la femme dans l'économie des pays respectifs. Ce volet a pour objectif de faire comprendre à l'intégration économique régionale de la région du COMESA en améliorant la compétitivité des organisations des secteurs privés dirigés par des femmes. Son objectif spécifique est d'accroître le rôle de la femme dans la participation du secteur privé aux chaînes de valeur durables, régionales et mondiales en augmentant l'accès au marché et en améliorant la qualité des produits, la gestion des entreprises et l'harmonisation du climat commercial régional. COMFOE a œuvré sur l'activité 1132. Il s'agit de fournir une assistance technique et des services et de conseils au moins à 500 femmes dans le secteur du PME. 30% doivent être des sociétés dirigées par des jeunes femmes. Afin de surmonter les obstacles connus liés à l'internationalisation et à l'ajout de la chaîne de valeur ciblée. Pour le lancement de cette formation, je remercie toute l'équipe ayant contribué à ce projet et en premier lieu le secrétariat général du ministère du Commerce qui n'a ménagé aucun effort pour nous accompagner, surtout à la reconnaissance de l'organisation d'Omar Iyed qui représente les femmes entrepreneurs. Merci à nos femmes parlementaires. On continue toujours avec les actualités nationales. Hawen Gari a organisé un foire dénommé le Gros Bazar qui se déroulera du 16 au 18 décembre 2021 à la Corniche. Cet événement a rassemblé les entrepreneurs présents dans le marché national et dans le e-commerce. La majorité des entreprises participantes ont vu leur business prendre en volume depuis leur collaboration avec Hawen Gari. Ceci afin de montrer à la jeunesse et aux personnes qui cherchent à se lancer dans l'entrepreneuriat et les opportunités qu'offre le pays dans les réalisations des projets de l'accompagnement que propose le pays pour une expansion sûre et durable. Hawen Gari, une entreprise de la place spécialisée dans le planning du mariage et la vente des tenues et d'accessoires pour les futurs mariés. Cet événement incite en retour les e-commerce et les PME à investir dans le développement économique du pays. L'objectif premier de la réalisation de cette foire est de mettre en avant les talents de la jeunesse djiboutienne et de surtout créer un espace où les petites et moyennes entreprises, plus particulièrement les e-commerce, pour qu'ils puissent se faire connaître sur le marché local, mais aussi du public. Cet événement aussi sera une occasion pour les entrepreneurs d'interchanger des idées, mais aussi approfondir leur sens de networking.
À présent, on écoute une réaction recueillie auprès des participants à cette occasion. C'est un nouveau outil de paiement innovant, rapide et sécurisé qui permet de faire des paiements, des transferts, d'acheter des crédits à l'intérieur de son téléphone. C'est son portefeuille électronique et digital. Donc, ce qui fait que D-Money facilite en fait le e-commerce, c'est que pour les personnes qui ont un site internet ou bien qui ont une page Facebook, lorsqu'une personne fait une livraison, elle peut acheter à distance. E-commerce, et maintenant nous avons finalisé l'API qui va faciliter le e-commerce et pour tous les commerces en ligne, que ce soit des pages Facebook ou que ce soit des sites internet. Je vous amène au nord à présent, à Obok. Après la rencontre avec la communauté de Korangar, le conseil régional d'Obok a organisé dans la journée du mardi 14 décembre 2021 un atelier de redevabilité au profit de la société civile et des autorités coutumières. Il s'agit en effet de partager aux participants le bilan quinquennal du mandat 2017-2021 du conseil régional. Cet atelier a vu la participation du préfet intérimaire, M. Ali Mohamed Maki, et du président du conseil régional d'Obok, M. Mohamed Hamed Ismail. Après les discours officiels, il a été procédé à la présentation sur PowerPoint du bilan. Par la suite, le numéro 1 de la collectivité a fait un bilan moral et ce fut le travail du secrétaire général du conseil régional, M. Omar Hassan Hamed, d'animer l'atelier. Il a noté que le président de la jeunesse d'Obok, M. Moussa Hassan Haïssama, était présent. Puis s'en est suivi une séance de discussion et débat qui fut franche, directe et constructive. Les participants, après s'être prononcés sur le bilan quinquennal du conseil régional, ont apporté des suggestions et recommandations pour améliorer le fonctionnement de la collectivité territoriale d'Obok. Retour au nord, à Ali Sabié, où dans le cadre de la bonne gouvernance locale et de la redevabilité du conseil régional d'Ali Sabié, il rend compte de son mandat auprès de la population 2017-2021. Au conseil régional d'Ali Sabié s'est tenu des rencontres dans lesquelles les élus locaux ont présenté le bilan de leur mandat écoulé. Il a été présenté par le président du conseil régional, M. Omar Ahmed Waïs, et animé par le secrétaire général du conseil régional, M. Aden Abdullahi. Ceci est une première de l'histoire de la décentralisation à Djibouti. Cette initiative a réjoui le public qui arrive à mieux comprendre ce rôle et celui de l'élu. La gouvernance locale est complémentaire à la décentralisation et initiatrice d'un développement local. Rappelons que le conseil régional provisoire a été mis en place pour la première fois en 2000 par un décret présidentiel et qui est composé au nombre de 9 membres. En juillet 2002, la loi numéro 114, 4e loi portant décentralisation et statut des régions, a été adoptée à l'Assemblée générale. En 2006, les premières élections régionales et communales ont eu lieu sur l'ensemble du territoire de la République de Djibouti. Le conseil régional d'Ali Sabié a exposé au public présent leur bilan réalisé durant leur mandat. Il est l'heure de l'appel à la prière de Salat al-Asr. On se retrouve juste après. Avec les actualités nationales, à Arta à présent, ou dans la journée du dimanche 12 décembre 2021, le conseil régional d'Arta, à sa tête, M. Elmebour Goudadé, a organisé une rencontre avec la population de la région d'Arta, et en particulier celle du chef-lieu Arta, Ouéa et Damerjog, pour présenter le bilan quinquennal 2017-2021. Ont participé à cette rencontre le président du conseil régional, le deuxième adjoint du préfet de la région d'Arta, la vice-présidente du conseil régional d'Arta, les membres du conseil régional d'Arta, le secrétaire général du conseil régional d'Arta, les notables de la région, les femmes ainsi que le haut cadre de la région. Une présentation sur PowerPoint du différentes réalisations effectuées durant le mandat 2017-2020 a été présentée par le secrétaire général du conseil régional ainsi que le projet en cours. Une fois la présentation terminée, le président du conseil régional, M. Elmi Bour Goudadi, a pris la parole en remerciant en premier lieu les participants pour avoir répondu à l'appel et explique à sa population le but de ces rencontres en fournissant plus de détails sur les sujets de réalisation et des projets à venir présentés à la rencontre. Mais fin à son allocution, les participants ont pris à tour de rôle la parole pour exprimer leurs différents points de vue du mandat.
Autre actualité de ce journal, le ministère de la Santé et l'AFNET ont procédé à une seconde édition de formation accélérée du futur épidémiologiste ARTA en vue d'acquérir les compétences fondamentales utilisées dans la surveillance épidémiologique de première ligne. En effet, les futurs épidémiologistes du terrain seront formés et outillés pour contribuer à l'amélioration de la détection, de la notification et de la rétroaction des maladies en République de Djibouti. Cette importante formation se concrétise avec les concours précieux de plusieurs partenaires tels que le réseau africain d'épidémies de terrain AFNET, l'IGAD, l'OMS et le CDC d'Atlanta, qui est le centre de prévention et de contrôle des maladies basé aux États-Unis. Durant une semaine, les participants de cette formation, qui sont principalement des techniciens et des cadres du ministère de la Santé, ainsi que certains éléments de corps constitués, vont bénéficier des experts de l'AFNET. Et pour cela, nous déclarons l'atelier de formation de la 10e phase ouverte au Sénéhil d'Arta. Dans le cadre de cet exercice, Monsieur le Président, nous sommes avec vous ici pendant une semaine. L'exercice de cette semaine, c'est de pouvoir acquérir, d'abord de pouvoir valider pendant la période des stages ce qu'ils ont fait et de pouvoir mettre en pratique. Et une fois que cette activité soit entérinée, à partir de cette pratique et la théorie qu'ils vont recevoir pendant les 4 jours restants, ils vont encore aller sur le terrain, pouvoir mettre en pratique ce qu'ils ont appris, et afin d'avoir la gradation finale, nous l'espérons, vers le mois de janvier. Donc c'est l'occasion pour nous également de revenir dans cette région qui nous a très bien accueillis dans la première formation et qui, nous l'espérons, continuer. Cap vers Tadjoura, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, SOS Village d'enfants, en collaboration avec le centre médico-hospitalier de Tadjoura, a organisé un atelier de sensibilisation sur les mesures de protection contre le Covid-19 le mardi 14 et mercredi 15 décembre 2021. En effet, la menace du Covid-19 est toujours présente et le gouvernement djiboutien continue la lutte contre la maladie à travers notamment le déploiement des vaccins anti-Covid dans les régions de l'intérieur. C'est dans ces contextes que SOS Village d'enfants a organisé un atelier de formation pour sensibiliser la communauté de Tadjoura. Cet atelier de sensibilisation a regroupé des représentants des différents services déconcentrés, des responsables d'associations, des chefs de quartier et des leaders communautaires. L'objectif est de viser à travers cet atelier et de sensibiliser les participants sur les mesures des préventions Covid-19 et inciter à la population de Tadjoura à continuer à rester vigilant et surtout à se vacciner. C'est pourquoi l'atelier a ciblé les responsables communautaires et les hommes et les femmes leaders au sein de la communauté, car ces personnes, à leur tour, pourront convaincre les gens autour d'eux sur la prévention du Covid-19 et surtout sur la nécessité de se vacciner. L'atelier a été animé par le personnel de santé du centre hospitalier de Tadjoura pendant 2 jours et s'est déroulé dans la salle de réunion de SOS Village d'enfants. Une équipe de vaccination contre le Covid-19 était aussi présente sur les lieux pour travailler en étroite collaboration avec l'équipe de sensibilisation et procéder à la vaccination de toute personne convaincue et désireuse de se faire vacciner. Et surtout sur l'importance de se faire vacciner. Donc, tous ces leaders communautaires que nous avons conviés à cette atelier de sensibilisation vont à leur tour transmettre et diffuser le message dans la communauté. Donc l'objectif global, c'est d'atteindre l'ensemble de la communauté. Donc au terme de ces 2 jours d'atelier de sensibilisation, l'atelier s'est bien déroulé et a été un succès. Donc nous remercions le centre de santé de Tadjoura qui a voulu se joindre à nous dans cette lutte contre le Covid-19. Et nous remercions aussi tous les participants qui ont été là. Merci. Dans le cadre des sanctions de lutte contre la contrebande, les éléments de la douane du PK51 ont intercepté une importante quantité de marchandises de contrebande. La marchandise saisie à cette occasion était composée de 4000 paquets de marchandises illicites. Les douaniers ont mené des opérations de fouille et de contrôle pour la lutte contre toute forme de trafic. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane du PK51. Il est de rappeler que la contrebande est un fléau qui nuit à l'économie de notre pays. Il incombe donc à chaque citoyen de mener de son côté une lutte acharnée pour mettre fin à ces commerces illicites.
Sur la scène internationale, comme je vous le disais dans le titre, le variant Omicron et l'éventuelle attaque russe contre l'Ukraine ont dominé le sommet européen. Dans l'Union européenne, seul 67% de la population est pleinement vaccinée. Certains pays ont imposé déjà des restrictions frontalières pour contenir Omicron, mais cela n'a pas fait l'unanimité. De même, les 27 ne sont pas unis autour de la nécessité d'imposer des tests pour rentrer dans un pays de l'Union européenne. En revanche, ils sont tous d'accord sur la vaccination. Concernant les tensions Russie-Ukraine, le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que si les frontières européennes ne sont pas respectées, il faudra en payer les conséquences. La présidente de la Commission européenne évoque des sanctions. Nous continuons d'appeler la Russie à la désescalade des tensions, a déclaré Ursula von der Leyen, et à s'abstenir de toute nouvelle agression. Nous aimerons être dans une situation où les relations avec la Russie sont bonnes, mais cela dépend beaucoup des choix faits par Moscou. Donc il n'y a aucun doute, si la Russie devait agir contre l'Ukraine, l'Union européenne sera en mesure de prendre des sanctions qui pourraient lui coûter très cher. La crise énergétique, troisième gros sujet sur la table, n'a pas non plus attiré suffisamment de soutien pour aboutir à une position commune. Les 27 divergent sur le rôle à accorder au nucléaire et au gaz dans la transition énergétique, alors que la Commission prépare une liste d'investissements verts. C'est tout pour cette édition de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.